Bonjour amis auditeurs, bonjour amis téléspectateurs, tout dépend du support à partir duquel vous nous regardez, vous nous écoutez. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de ce magazine Zone Neutre qui va désormais vous servir au travers bien sûr la radio Libéral FM, mais aussi à travers Libéral Presse TV sur YouTube. Nous sommes le groupe Libéral, un groupe des médias qui a en son sein libéralinfo.net comme site d'information, Radio Libéral FM que vous pouvez écouter en nous suivant sur www.liberalinfo.net, mais aussi vous pouvez télécharger notre application sur Play Store, Radio Libéral. Nous sommes aussi un magazine que l'on appelle Libéral Mag, mais aussi un hebdomadaire que l'on appelle Libéral Hebdo. Pour boucler la boucle, nous sommes Libéral Print, une imprimerie qui va désormais être à votre disposition. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance. Nous sommes là pour 70 minutes d'actualité, des débats ici sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, c'est donc parti. Bienvenue à tous. Encore une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. 60 ans après son indépendance, où se situe la République démocratique du Congo, notre cher, beau et grand pays, c'est donc le thème des séjours autour duquel nous allons débattre avec trois éminents invités. Mesdames et messieurs, il s'agit a priori sur ma gauche de messieurs Pierre-Louis Bondoko. Il est donc expert en analyse des situations, études des stratégies, opérations de communication et promotion d'image, mais aussi à la base, il est journaliste et éditeur. Bonjour, monsieur Pierre-Louis. Bonjour, monsieur Yves Abdallah. Merci et bienvenue. À côté de monsieur Pierre-Louis Bondoko se trouve être monsieur Patrick Goyo. Il est acteur politique et coordonnateur du Grand Équateur au sein du parti Autre Vision du Congo, entendez AVC, le parti cher à son excellence Didier Boudimbo, vice-ministre de l'EPEST. Monsieur Patrick Goyo, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Yves Abdallah. Et enfin, comme troisième invité, M. Pius Romain Roland, ça sent un peu français ou belge. Il n'y a pas d'authenticité dedans, mais bon, c'est notre invité, il est journaliste. Et bonjour, M. Pius, et bienvenue. C'est un réel plaisir de me trouver sur ce plateau. Je salue Pépé, je salue Patrick, je salue les auditeurs, les téléspectateurs qui vont suivre cette émission. Et je pense que nous allons aider l'opinion publique nationale à comprendre la marche de la République démocratique. C'est donc avec vous que je commence. Tout à fait. 60 ans après, où se situe à ces jours la République démocratique du Congo? Il faut dire que 60 ans après, d'abord je vais entrer dans l'aspect éducationnel. En 1960, nous n'avions pas beaucoup d'universitaires. L'élite congolaise était moins. 30 juin 60. 30 juin 60. Nous n'avions pas assez d'élite congolaise, ce qui fait que l'indépendance octroyée était une indépendance précipitée, non préparée, du fait que l'élite congolaise n'était pas encore mature en cette époque. Mais 60 ans après, sur cet aspect, nous avons constaté qu'il y a une avancée, dans le sens que nous avons un nombre impressionnant d'élites congolaises, des universitaires, mais sur le plan de la maturité, nous avons encore régressé. Puisque nos pères de l'indépendance étaient beaucoup plus matures politiquement, même dans leurs réflexions, mais 60 ans après, le Congo a régressé intellectuellement, puisque l'élite congolaise qui est censée... C'est selon vous, hein? C'est selon vous ça? C'est mon appréhension, puisque c'est moi qui parle. L'élite congolaise qui est censée conduire la masse se déverse dans la rue, raisonne comme la rue. Alors que le guide, c'est celui qui conduit la rue, et la politique actuelle, c'est la rue qui conduit le guide. Sur le plan démocratique... De toute façon, il y a tout un débat autour. Hein, quand vous dites que c'est la rue qui conduit la politique, il y a tout un débat autour. Tout à fait. Et sur le plan démocratique, nous avons régressé. Les valeurs républicaines ne sont plus respectées. La contradiction, le principe de contradiction n'est plus respecté. Alors que les premières élections démocratiques organisées en 1959 ont porté
justement la démocratie en République démocratique du Congo. Alors, je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous. Je termine l'autre aspect. Sur le plan de développement, il y a eu régression. Nous n'avons pas avancé sur le plan de développement. Il y a stagnation. Il n'y a pas innovation. C'est comme si nous sommes en train de patauger. Est-ce que cela n'est pas dû à la croissance démographique avant qu'on prenne d'autres Mais lorsqu'il y a croissance démographique, justement, il faut qu'il y ait des projections. Il faut prévoir. Comme qui dirait, diriger, c'est prévoir. Tout à fait. Il faut prévoir que dans les 5 ans à venir, la population va croître d'autant. Il faut déjà préparer le site. Mais regardez, je prends tout simplement Kinshasa, qui a une superficie, je pense, de 9 000 autour de cette kilomètres. question, les responsables sont multiples. Hein. Mais oui, justement, tous les régimes présidentiels qui sont passés, il faut noter Kassavubu, il faut noter Mobutu, il faut prendre en compte M. Laurent Désiré Kabila, prendre en compte Joseph Kabila et prendre en compte l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi, qui se retrouve aussi face à cette situation de croissance démographique. Tout à fait. Quand vous prenez la ville de Kinshasa aujourd'hui, qui représente une superficie de 9 000 km, alors que dans son ensemble, on occupe seulement 3 000 km. Le 6 000 km carrés inoccupés. Avant de verser dans ces débats, on va revenir sur la question principale. Monsieur Pierre-Louis Bondoko, 60 ans après, où se situe la République démocratique du Congo à ces jours? Merci Yves Abdallah. Et, au cours de cette émission, certaines choses vont se dire ici qui vont certainement plaire à certains. Et à d'autres, je pense que cela risque de ne pas plaire. Mais je pense que ce qui va être dit ici, je veux bien recommander à tout le monde de le prendre avec beaucoup de philosophie. Okay. Parce que, vous savez, lorsque peu de gens sont capables de mettre en place des très bonnes organisations, mais lorsque les choses ne marchent pas très bien, n'importe qui est capable de le voir. C'est comme lorsque le ciel... Et de rappeler à l'ordre ceux qui sont à la direction. C'est comme, laissez-moi finir, c'est comme lorsque le ciel s'obscurcit, mais on n'a pas besoin d'être météorologiste pour se rendre compte qu'il va pleuvoir. La situation actuelle dans laquelle la République démocratique du Congo se trouve est des plus préoccupantes à mon humble avis. Il n'y a qu'à voir les différents problèmes qui se posent dans notre pays, que ce soit sur le plan économique, sécuritaire, politique, en termes d'industrialisation du pays, en termes d'emploi, en termes d'enseignement. Le système de santé est défaillant. Et donc, je dirais qu'il est vraiment très important qu'on puisse aujourd'hui, au niveau, après 60 ans d'existence, après avoir obtenu l'indépendance, avoir accédé à la souveraineté nationale, il est maintenant grand temps que les Congolais s'arrêtent pour se poser des questions. Est-ce que c'est au 60e anniversaire qu'il faut qu'on s'arrête pour se poser des questions? C'est pas tard, ça? Non, il faut à tout moment. Il n'est jamais trop tard pour faire bien. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, tu viens de poser la question. Pourquoi tu ne veux pas que les autres aussi posent la question? 60 ans après son indépendance, où se situe la RDC? La manière dont tu nous as posé cette question, je pense que chacun des Congolais doit aussi se poser cette question-là, pour qu'on puisse regarder les choses avec beaucoup plus d'objectivité, pour essayer de voir d'ensemble comment on peut relever le pays. Il y a un adage qui dit, lorsqu'on se pose des bonnes questions, on obtient nécessairement des bonnes réponses. Je pense qu'il est grand temps que les Congolais se mettent aussi à se poser les bonnes questions. Telles que celles que nous venons de poser ce matin, ce soir. Bien entendu. C'est un avis que je partage, Yves Abdallah. Voilà. Alors, Monsieur Patrick Egboyo, vous êtes membre de Autre Vision du Congo, coordonnateur du Grand Équateur, le parti cher à son Excellence Monsieur Didier Boudimou, vice-ministre de l'EPST, partenaire de l'UDPS, du coup, membre du CACH. 60 ans après son indépendance, où se situe la République démocratique du Congo aujourd'hui? Merci, M. Abdallah, pour votre invitation. Je commence de la table ronde. Je passe par les 19 ou même 1960, où le Congo obtient
sa toute première constitution et je cite le 30 juin 1960. 6 mois de marathon pour une indépendance bâclée. Vous savez, je suis économiste. Les spécialistes, les philosophes disent, ou les spécialistes de la logique disent, lorsque les prémices sont fausses, nécessairement... La conclusion l'est forcément. La conclusion l'est forcément. Ça, c'est la première chose. Pour moi, nous avons hérité, nous avons obtenu une indépendance bâclée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la plus grande question à se poser maintenant, parce que je vous ai dit, nous avons obtenu l'indépendance sous la bipolarité identitaire, c'est-à-dire que nous sommes devenus indépendants, mais nous n'avons pas quitté la colonisation. C'est tous les grands problèmes. Maintenant, pour moi, les grands problèmes qu'il faut poser, d'où venons-nous, où sommes-nous, où allons-nous? Et je pense que tout au long de l'émission, nous allons tenter d'y répondre à toutes ces questions. Alors, je pose une deuxième question. N'importe qui peut commencer à répondre. Est-ce qu'il n'était pas de notre responsabilité en tant que peuple, après la date du 30 juin 60, est-ce qu'il n'était pas de notre responsabilité de pouvoir nous assumer et conduire nous-mêmes notre destin? Effectivement, c'était la vision de Patrice Emery Lumumba. C'est cette vision qui fait les Congolais devraient s'approprier la République démocratique du Congo. Je pense que M. Patrick vient de le dire, vient de le soulever. C'était une indépendance précipitée. Précipitée, pourquoi? Parce que déjà la je veux bien, colonisation... précipitation, indépendance bâclée, tous ces termes sont validés par tous les Congolais parce qu'au regard de la situation que nous traversons après 60 ans. Mais est-ce qu'il n'était pas de notre responsabilité de faire les choses bien pour que demain, pour qu'aujourd'hui, 60 ans après, que nous puissions cueillir les fruits du travail solide qui avait été abattu par les pères de nos Tout à fait. Je voulais en venir. Puisque M. Patrick l'a si bien dit. Il a dit, nous avons obtenu l'indépendance, mais nous avions encore la colonisation. En d'autres termes, on dit, les Belges n'ont jamais fini de faire le deuil de quitter la République démocratique du Congo. Donc, les acteurs politiques congolais sont encore sous la coupe de la colonie d'outre-mer. Suivez toute déclaration politique. En lieu et place de s'assumer, la Belgique a dit, la France a dit, les États-Unis ont dit. Alors que nous devrons nous approprier notre acquis politique. Justement, c'était ça la guerre de Joseph Kabila qui a été mal compris. Mobutu avait bien commencé. Mais par après, il est tombé dans le travers. Mais 60 ans après, je le dis même hier au cours d'une émission, devons-nous commémorer, devons-nous célébrer, devons-nous faire la fête ou devons-nous nous poser des questions, devons-nous faire l'état des lieux? Où en étions-nous? Nous sommes ici à Limete. Je prends un seul exemple. Nous sommes à Limete. Industriels, on bien dit industriels. Il y avait des industries ici. Est-ce que nous avons eu à pérenniser ce que nous avons acquis et les développer par la suite? Non, nous avons détruit. Pourquoi? Puisque tous les acteurs politiques ne voyaient que leurs propres intérêts, téléguidés par l'extérieur. Est-ce que ces habitudes ont changé? Je vais prendre M. Non, ça n'a pas changé. Je vous reviens. Est-ce que ces habitudes ont changé? Est-ce que l'acteur politique congolais de ce jour est différent de celui d'il y a 60 ans? Dans la réflexion, dans l'action, dans l'anticipation? Non, je pense plutôt, moi je prends les problèmes à l'inverse. C'est-à-dire quoi? C'est l'élite qui conduit le peuple et non l'inverse. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Nous devons nous poser des questions. Avant 1960, des progrès, des régressions aussi. Avant 1960, moins de 100 universitaires. Aujourd'hui, nous en avons des millions. Un moment même, un acteur politique a parlé de la République des professeurs qui ne trouvaient plus de solutions aux problèmes du pays. Qu'est-ce que nous avons? Nous, quand on nous disait que les étrangers venaient se soigner ici. Les étudiants étrangers venaient étudier ici au Congo. Et aujourd'hui, quand nous grandissions, on avait des entreprises. La pêcherie industrielle de Mwanda, la Givel, Jeune Van Lanké. Demandez maintenant à la jeune génération s'ils connaissent la Givel. La Gécamine même aujourd'hui, l'ombre d'elle-même. La minière de Bakwanga, l'ombre d'elle-même. Je pense que
l'acteur politique n'a pas suffisamment rempli son rôle pour amener le peuple vers un développement. Et il suffit de regarder l'indice de développement humain. Mon pays est toujours au bas de l'échelle. Je pense que l'élite congolaise dans son ensemble, les politiques dans son ensemble, n'a pas joué pleinement son rôle pour amener ce grand pays vers son développement. On peut facilement conclure que l'homme politique congolais a échoué. Complètement, complètement. Pierre-Louis Bondoko. Merci Yves. Il faut me sécuriser, hein, Yves, parce que... Non, je suis là pour ça. En termes de... Tu vas te rendre rapidement compte que je suis quelqu'un de très timide, mais j'ai quand même un point de vue à émettre par rapport à tout ça. Est-ce que l'homme politique congolais a échoué par sa mission? Voilà. Je disais tout à l'heure, Yves, que lorsqu'on se pose les bonnes questions, on obtient les bonnes réponses. À force d'entendre les analystes, j'ai toujours trouvé la démarche des analystes trop sectorielle. Hein, ils ont l'impression que c'est seulement avec la politique qu'on peut arranger un pays. Mais lorsque tu observes les problèmes qui se posent à la République démocratique du Congo, tous les problèmes ne sont pas seulement politiques, à tous les niveaux. Mais si tu essayes de réfléchir, comment les politiques peuvent-ils arranger les problèmes que nous avons dans le domaine de l'économie, par exemple? Il faut que les économistes interviennent pour résoudre les problèmes. Absolument. Et à chaque secteur, il faut trouver des experts. Et les dirigeants, ceux qui sont censés trouver la solution au problème de la République démocratique du Congo, doivent le voir de manière un peu plus élargie. Donc, voir chaque secteur et voir comment ces dirigeants-là doivent s'impliquer pour trouver la solution. Une autre question qu'on se pose jamais, presque jamais dans ce pays, c'est la responsabilité de l'ensemble du peuple congolais dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Très souvent, les politiques nous disent que nous n'arrivons pas à trouver des solutions à nos problèmes parce que les Occidentaux et d'autres forces occultes ne veulent pas que ce pays puisse avancer. Mais lorsqu'ils s'achètent une belle voiture, une belle maison, ils disent à leurs amis, voilà, moi je suis assez brave pour acquérir des biens matériels. Mais le problème de la RDC, c'est un problème qui concerne d'abord les Congolais. Il y a deux grands concepts qui guident les gens dans la politique internationale. Il y a ce qu'on appelle le réalisme et l'idéalisme. Hein, l'idéalisme, c'est que l'idéal serait que Yves Abdallah s'occupe de mes intérêts et je crois que je vais vivre mieux. Mais le réalisme, tu te rends compte que personne à travers le monde n'est capable de faire quoi que ce soit pour toi. Tu prends des initiatives pour consolider ta situation. Et la RDC est dans quel camp? Hein? Très souvent, tu vas te rendre compte que j'avance toujours avec des questions. Parce que pour comprendre les choses, il faut se poser des questions sur ces problèmes-là. Dites-moi aujourd'hui, nous sommes en train de voir la défaillance sur le plan politique, l'échec des politiciens. On en a changé des politiciens. On a commencé avec Kassavubu. Quand Mobutu est arrivé, il a justifié son arrivée du fait qu'il n'y avait pas un leadership suffisant pour conduire convenablement le pays sur le plan politique. Et quand on l'a fait partir, c'était aussi pareil quand Mouzé est arrivé. On nous dira, les ennemis de notre pays ne voulaient pas voir la République démocratique du Congo avancer. Ils ont assassiné Mouzé Laurent Désiré Kabila. 2001. Voilà, on est arrivé. Et puis ensuite, on est arrivé. Et il y a eu Joseph Kabila Kabange qui a fait ses 18 ans ici. Vous savez dans quelles conditions qu'il est parti. Là, je n'ai pas un point de vue à donner pour le moment. Mais maintenant, on est à un moment où nous devons nous arrêter et dire vraiment où est-ce que, comme le disait voilà, je crois que un de mes amis ici... Je vais poser le point de vue de mes invités, mesdames et messieurs, amis auditeurs et téléspectateurs, en précisant que vous nous suivez sur Libéral FM. Vous pouvez nous suivre sur www.liberalfm.net ou en téléchargeant notre application sur Google Play, Radio Libéral, mais aussi en nous suivant sur Libéral Presse Télévision, Libéral Presse TV sur YouTube ou en nous envoyant vos réactions par WhatsApp au plus 243 81 15 59 328. Je répète, plus 243 81 15 59
328 pour nous envoyer vos messages WhatsApp. Arrêtons-nous un moment. On va y aller secteur par secteur. À ce jour, qu'en est-il de la justice en République démocratique du Congo 60 ans après? L'appareil judiciaire, comment fonctionne-t-il? Est-il encore sous la pression ou sous plusieurs pesanteurs? Comment il fonctionne-t-il aujourd'hui? Nous avions vu tout récemment les Wewa descendre au siège du Parlement. Nous avons vu tout récemment Jean-Jacques Mamba interpellé Malo militaire et conduit comme un vulgaire monsieur qu'on a pris dans un coin des rues. On a vu Léon Manemba, député de son État, arrêté, interpellé dans des conditions qui ne respectent aucun principe de droit. Nous avions vu il y a quelques jours le vice-premier ministre, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, pris par des agents de l'ordre au départ de sa résidence pour la Cour de cassation, entendu à des heures tardives avec l'intervention ou la présence physique de tous les membres de son camp politique. Et une heure après, il a été relâché et reconduit à son domicile libre, comme il l'a été avant d'être interpellé. Est-ce que 60 ans après, la justice ou l'appareil judiciaire de notre pays fonctionne-t-il normalement? Ta question vaut tout son pesant d'or. Et pour ce qui me concerne, mon point de vue est celle que je veux dire ici, là. La justice, le niveau de la justice est à l'image du dernier procès, le procès relatif au programme de 100 jours du chef de l'État. Vous avez suivi avec moi ici, comme tout le monde, ce procès qui a été retransmis en direct à la télévision nationale. Et j'ai vu beaucoup de satisfaction au sein de l'opinion quant à l'issue de ce procès-là. Mais il est un fait. Je me suis posé aussi un certain nombre de questions. J'ai vu par exemple le ministre des Finances se tenir devant le juge et affirmer... L'ancien ministre des Finances. L'ancien ministre Henri Moulamou se tenir devant un juge et affirmer avoir autorisé le décaissement sur instruction du directeur de cabinet du chef de l'État. Et après, le juge l'a laissé partir. Que représente un directeur de cabinet pour le ministre, un membre du gouvernement, pour qu'il s'exécute en face des instructions du directeur de cabinet du président de la République? Oui, mais nous étions dans un contexte où, une fois après son élection, son investiture, le président de la République, via son directeur de cabinet, a pris la décision qu'aucun membre du gouvernement, parce que le gouvernement expédie les affaires courantes naturellement, aucun membre du gouvernement ne pouvait engager l'État sans avoir un avis préalable de la présidence de la République. Je pense que c'est dans ce contexte-là que le directeur de cabinet instruisait. Mon ami Yves, la Constitution dit ceci: nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Dites-moi un peu, ce communiqué-là a été établi conformément à quelle loi? Parce que la Constitution qui régit ce pays dit que le ministre est le seul responsable de la politique de son département. De la politique de son département. Nous avons vu ici Madame la ministre, Madame la ministre du portefeuille, refuser d'exécuter l'ordonnance du président de la République au motif que cette ordonnance n'était pas conforme. Mais quand un ministre des Finances me dit à moi que j'ai exécuté les ordres du directeur de cabinet... Ils ont tous exécuté. Voilà maintenant le vrai problème, là où vient le vrai problème. Les personnes qui étaient membres de ce gouvernement, étaient-ils dignes vraiment d'être membres de ce gouvernement? Des gens qui sont susceptibles d'exécuter des instructions venant, émanant. Je veux vous dire une chose. Tout le monde le sait bien ici, mais personne n'ose le dire. Les pouvoirs du directeur de cabinet se limite au niveau du bureau du président de la République. Quand le directeur de cabinet pose un acte au-delà du bureau du président de la République, c'est qu'il est porteur d'un mandat. Et si dans ce cas-là... Et vous pensez que si Vital Kamerhe était porteur d'un mandat, ça signifie que c'était un mandat? C'est que la justice n'a pas encore fini son travail concernant ce dossier-là. C'est qui a donné ou qui aurait donné ces mandats à Vital Kamerhe pour agir jusqu'à avoir des mains plus larges que l'espace prévu pour les cabinets présidentiels? Vital Kamerhe était le directeur de cabinet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il ne peut obtenir quelque pouvoir que ce soit d'une personne autre
que celui que je viens de citer ici. Alors, M. Patrick Egoyo, vous êtes du CACH, vous êtes de AVC. Est-ce que le procès de 100 jours est une image nette ou une image correcte de ce que vaut la justice congolaise à ces jours 60 ans après? Merci beaucoup. Je voulais d'abord rectifier quelque chose ici. Le président de la République est l'ordonnateur principal pour ce crédit. Mais la loi des finances reconnaît, contrairement aux ministres qui sont les gestionnaires des crédits, mais à l'institution président de la République, le peuple doit savoir, l'ordonnateur délégué, celui qui engage les finances de la présidence de la République, c'est le directeur de cabinet. Indépendamment de son chef hiérarchique? Non, c'est lui, ou sous son ordre? Non, écoute, la loi reconnaît au directeur de cabinet du président de la République le fait d'être l'ordonnateur délégué des finances. C'est le directeur de cabinet qui engage des finances qui sont liées au fonctionnement de la présidence, de l'institution président de la République. Je rentre. C'est le directeur de cabinet qui est l'ordonnateur délégué des crédits alloués à la présidence, à l'institution président de la République. Nous sommes bien d'accord. Okay. Tout en sachant, tout en relevant que les 100 jours ont été financés avec l'argent du Trésor et non l'argent affecté au fonctionnement de l'institution président de la République. Bon, là, il y a eu, je n'entre pas dans les considérations du mode de fonctionnement qui a élu domicile pendant cette période. Je ne voulais pas faire de commentaires, mais ça devient un peu comme une habitude. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a un nouveau pouvoir, j'ai remarqué, ce n'est pas la première fois. Et puis, moi, j'ai fait 10 ans dans des cabinets ministériels. Je sais ce qui s'est fait. Pendant toujours la passation de pouvoir, il y a un flottement de pouvoir. S'il n'y a pas une mesure d'encadrement, on risque de vivre plusieurs scènes. Il y a des scènes horribles, impossibles, des mouvements de personnel, des engagements intempestifs de finances par les ministres en fonction, par les mandataires publics. Donc la décision de l'époque était meilleure, c'était la meilleure des décisions. Oui, mais dans l'application, là je n'entre pas. Mais prendre une mesure conservatoire dans ce sens, je pense que c'était la meilleure mesure dans le contexte actuel. Je rentre maintenant dans la question que vous avez posée, c'est la justice. Et je ne voudrais pas rentrer dans la considération des personnes, mais je rentre dans les faits. Je pense que pour la première fois dans l'histoire, le peuple, la communauté nationale et internationale retiendra qu'un jour, le Congo a vécu un procès historique. Indépendamment des résultats, on a vu un directeur de cabinet en fonction, d'aucuns appelé même vice-président de la République, être interpellé par la justice, être jugé. Il n'y a pas que les directeurs de cabinet, il y a des mandataires puissants. Puis ici, il y a des mandataires puissants, les intouchables. Je ne cite pas les noms déjà. Vous savez qu'il y a des mandataires des entreprises qui sont passés devant les juges naturels. Devant les juges naturels et qui sont incarcérés. Là, déjà, c'est une avancée considérable. Mais l'élément le plus important ici, nous ne pouvons pas parler de la justice sans parler des réformes. Sauf si vous me dites qu'après, on va parler des réformes qu'on voudrait apporter. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, on parle de la réforme de la justice. Vous savez que l'homme, en général, est réfractaire au changement. Qu'est-ce que la population congolaise doit retenir de ce qui se passe aujourd'hui? De tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense même que nous sommes vraiment au bord même du divorce, au bord de l'éclatement. Est-ce que ce n'est pas encore le divorce? On va en parler tout à l'heure. Hein? Oui. Alors, ce que le peuple aujourd'hui doit comprendre dans ça, dans la loi qu'on appelle loi Minakusakata, il y a 3 éléments. Premier élément, cette loi veut imputer au président de la République son pouvoir de nomination des magistrats reconnu par la Constitution après proposition du Conseil supérieur de la magistrature. On veut museler... Je vais vous donner la parole, hein, Pius, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Oui, on veut museler la justice. Deuxième élément, dans cette loi, on veut que les ministres de la justice et les procureurs se partagent le pouvoir qui revient intégralement, le droit de l'action publique qui revient au procureur, qui les partage concomitamment avec les ministres de la justice. Troisième élément, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe qui s'occupe de la carrière des magistrats, du budget et de la discipline des magistrats, il voudrait aussi qu'une partie du pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature soit partagée avec les ministres de la justice. Réunir ces 3 éléments, on veut tout simplement museler l'indépendance de la justice, ce qui est une très mauvaise chose. Et je pense aussi, dans la réforme, il faut choisir aussi les moments. Ce n'est pas le moment. Je pense que la réforme, derrière tout ça, cache beaucoup de faits.
je n'animerai qu'un seul pour laisser la parole. Vous savez qu'il est même prévu que tout juriste ayant exercé pendant 15 ans soit nommé à tout grade. En termes clairs, en termes simples, pour le peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prendre un juriste, un avocat, d'un bord politique, d'un clan politique, puisqu'il a fait pendant 15 ans, et en faire de lui procureur. Vous voyez en fait les dangers que courent ces réformes-là. Tout n'est pas que mauvais, mais il y a des parties... Heureusement que vous reconnaissez que tout n'est pas mauvais. Non, c'est surtout des parties de ces réformes qui posent problème et qui tendent à museler l'indépendance de la justice. Là, je demande aux promoteurs de ces trois lois, de ces projets de réforme, de propositions de loi, de se ressaisir. Il n'est pas tard pour mieux faire, de retirer cette loi qui pose problème aujourd'hui. La justice est dite, est faite au nom de la population et qu'une bonne partie de l'opinion estime que cette réforme est inopportune, il faut lâcher. Alors, Pius Romain Rolland, est-ce que, après avoir écouté les deux intervenants, est-ce que l'image que nous a renvoyé le procès dit des 100 jours du programme du chef de l'État à ce jour est une image qui crache sur l'évolution des choses dans la gestion de l'appareil judiciaire dans notre pays? Oui, je voulais prendre son dernier aspect où je dis qu'effectivement l'appareil judiciaire nécessite des réformes. On en convient tous, hein? Les réformes, nous en avons besoin. Dans tous les secteurs, dans tous les secteurs, bien entendu. On nécessite des réformes pour les adapter à l'environnement actuel. Vous savez, je viens de suivre M. Patrick. Je me plains du fait que je n'ai pas amené les 3 propositions sous examen. Il n'y a aucune disposition de ce qu'il a avancé là. Il n'y en a pas. C'est l'opinion intoxiquée de la rue qui pense à cela. Je me plains. Je vais lui poser la question. Si, sincèrement, il a lu ces 3 positions. Voici les débuts. En 2000... je rappelle que vous n'êtes pas l'avocat de Minakou ici. Non, je ne suis pas l'avocat. Je parle en tant que journaliste qui couvre les questions parlementaires. Ce n'est pas encore une loi. Ce n'est qu'une proposition. Elles sont 3. Voici la première démarche. En 2005, lorsque nous avons obtenu cette constitution qui est devenue aujourd'hui la Bible de ceux qui l'ont crachée hier, l'article 149 fait des cours et tribunaux et le parquet y afférent partie du pouvoir judiciaire. Ça, c'est en 2006. En 2011, cette disposition de l'article 149 est modifiée. On enlève le parquet du pouvoir judiciaire. On laisse les cours et tribunaux, c'est-à-dire cour de cassation, cour d'appel, cour constitutionnelle, cour suprême de justice, cour d'État. On détache le parquet. Pourquoi on détache le parquet? Nous n'allons pas verser dans l'historique. Hein. Non, il faut la problématique aujourd'hui, on ne va pas verser, s'il te plaît, on ne verse pas dans l'historique. La problématique aujourd'hui, est-ce que nous sommes 80 millions d'habitants? Vous n'allez pas me dire que, bon, je prends un échantillon assez symbolique, que 10% des Congolais sont bêtes pour ne pas comprendre la démarche initiée par les deux auteurs, les auteurs de ces 3 projets de loi. Parce qu'aujourd'hui, au FCC, on donne l'impression qu'il n'y a que eux qui comprennent la vraie démarche et que les autres n'en cernent aucun détail. Non, les pesanteurs, ce sont lesquels? Ce sont les pesanteurs politiques. C'est qu'on veut s'affirmer politiquement pour dire que non, cette loi ne va pas passer puisque la rue a parlé. Nous, ici, nous parlons... Mais est-ce que la réaction de la rue n'est pas un message éloquent pour que le politique qui vient de la rue départ son électorat? Parce que si on parle de Kinois qui réagissent, Minakou qui a été élu à Idiofa, ceux qui l'ont élu sont aussi congolais. Est-ce que Minakou et Sakata, son ami, ne peuvent pas comprendre que la rue a dit non et qu'on peut surseoir les choses pour avancer autrement dans la paix? Suivez-moi le regard des politiques. Les politiques ont intoxiqué la rue. Suivez-moi bien ce que je vous dis. L'article 149, on a détaché le parquet du pouvoir judiciaire. Maintenant, la loi organique de 2005 fait en sorte que le parquet est encore du ressort du pouvoir judiciaire. Donc, il fallait modifier les dispositions des lois organiques. On n'a pas touché à la Constitution. Ce sont les lois organiques-là qu'il fallait adapter
à la Constitution, à ses dispositions. Voici encore un autre élément. Au 152, on dit que le Conseil Bon, supérieur... je vous pose une question, je vous pose la même question peut-être autrement. Est-ce que 60 ans après, cette loi organique qui existe gêne en quoi le fonctionnement traditionnel de l'appareil judiciaire? Ça gêne dans quel sens? Puisque ces lois ici, elle est favorable aussi pour la population. Dans quel sens? Je prends un exemple très très banal pour comprendre. Vous êtes en prison. En prison, il y a des prévenus qui ont fait 10 ans, dont les magistrats se sont assis sur le dossier, qui ne sont jamais appelés par les tribunaux. 10 ans, ils sont là, puisque le magistrat n'a pas l'ordre de recevoir de qui que ce soit. Il s'assoit. Mais l'organe habilité à sanctionner dans ces cas d'espèce, n'est-ce pas le Conseil supérieur de la magistrature, mais oui, justement, qui existe déjà? Mais où se trouve le problème maintenant? Puisqu'on vous dit que le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de la gestion du pouvoir judiciaire. Or, le parquet ne fait plus du ressort du pouvoir judiciaire. Vous allez trouver les procureurs, vous allez trouver les magistrats, l'organe de la loi, qui est fautif. Le Conseil supérieur de la magistrature cherche à les discipliner. Il te dit, moi, je ne dépends pas de cet organe, puisque je fais partie du pouvoir. Je ne fais En fait, la démarche de Minakou et de Sakata, c'est autour de la sanction positive ou négative. Parce que vous dites que si le magistrat est fautif et qu'il n'y a personne qui peut les sanctionner, il faudrait maintenant donner plus de pouvoir au ministre de la Justice. Non, pas plus donner le pouvoir. Non, non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, et le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire, dans cet organe-là se trouvent même des procureurs, les procureurs qui sont les bras séculiers de l'exécution du pouvoir, de la politique criminelle et politique pénale du gouvernement. Pourquoi pas celui qui conduit cette politique pénale et criminelle ne peut pas faire partie du Conseil supérieur de la magistrature? C'est là où je dis il faut des réformes. Il faut expliquer à l'opinion, là où l'Assemblée nationale a dû pécher au moins, puisque je le dis même à Madame l'honorable présidente, c'est qu'il faudrait parvenir à traduire nos textes dans nos langues nationales pour permettre à ceux-là d'autres qui ont du mal à comprendre le fonctionnement de la République. Vous parlez de... Ça signifie selon vous que la démarche de Sakata et Minakou sont bonnes pour le pays, sauf que le peuple n'a pas encore compris sans quintessence. Le peuple n'a pas compris dans quel sens. Ceux qui sont sortis dans la rue, prenez votre dictaphone, prenez votre micro, posez-lui la question pourquoi vous êtes sorti. On te dira que non, je suis sorti parce qu'on veut faire de Minakou procureur de la République. Non, ça c'est de la manipulation. Monsieur Patrick, Monsieur Patrick va rebondir, je vous reviens. Le problème n'est pas celui de traduire nos lois ou quoi en langue nationale. Non, d'abord, je vous dis une chose. Si vous voulez qu'on ne vous vole pas l'argent, mettez seulement votre argent dans un livre. Ça va rester 3 ans, tu vas le retrouver. Si tu le mets dans vos poches ou dans un coffre-fort, il sera dérobé. Le Congolais n'a pas la culture de la lecture. On doit y arriver. Mais justement, c'est pourquoi on les déverse dans la rue pour des pesanteurs politiques. Mais oui, c'est ça justement. Est-ce que ceux qui sont descendus dans la rue, Monsieur Patrick, vous pouvez me dire en toute sincérité, j'ai été ici, qui m'excuse. Je vous prends la parole un moment. S'il vous plaît, je t'arrache la parole un moment. On va prendre Pierre Bindoko. J'étais en train de... Bon, j'ai suivi religieusement mes deux amis débattre autour de la question. Je me suis fait une petite idée. Pas tout de suite là, mais depuis qu'il y a eu des manifestations dans ce pays, je me demande très souvent, lorsque les gens débattent autour des questions aussi importantes, je me demande, est-ce que ces gens-là se tiennent-ils aux faits ou ils sont en train de défendre des positions? Alors, lorsque les gens défendent des positions, là, je suis très inquiet. Mais lorsque les gens s'en tiennent aux faits, ça pose un sérieux problème. Quels sont les faits dans ces cas d'espèce? Pour moi, à mon humble avis, les faits commencent d'abord par le fait que la population a manifesté par rapport à des propositions de loi. Okay. Tu comprends? À des propositions de loi qui sont sous examen à l'Assemblée nationale, qui ne plaisent pas à l'opinion. À une certaine opinion, pas à toute opinion. Voilà, à une certaine opinion ou à une partie de l'opinion, qui, par ailleurs, a donné mandat aux députés pour œuvrer dans le sens de l'intérêt de cette opinion-là. Okay. Partout à travers le monde, j'ai remarqué une chose.
Le peuple ne peut ou ne pas comprendre les choses. Mais une chose est vraie. Quand le peuple ne veut pas de quelque chose, cela mérite. Même lorsque c'est une partie du peuple manifeste un mécontentement par rapport à une chose, je pense qu'il faut s'arrêter, réfléchir et essayer de faire comprendre à ce peuple-là que par rapport à ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour le bien du peuple. Alors, on va essayer de jouer avec des chiffres et peut-être pas avec beaucoup de précision. Dans une élection à un seul tour, le président peut être élu avec 10% pourvu qu'il soit premier de tous. OK? Dans le contexte actuel, après les élections de 2018, le président a été élu avec moins de 50%. Parce que nous sommes dans une élection à un seul tour. Il est le chef de l'État, il conduit, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais la population qui manifeste, qu'est-ce qu'elle représente en termes de pourcentage sur l'ensemble du pays? Yves, votre parallélisme de forme-là m'a apporté de la lumière dans ma réflexion. Parce que dans mon approche, pourquoi? Tu viens de dire une chose de très important ici. La dernière fois que nous sommes allés aux élections, à peine 25% ont élu l'actuel président qui est en fonction. Oui. Je ne sais pas si je me trompe des chiffres. À peine. Donc, si vous voyez 25% de la population manifester, bien que nous sommes à plus d'au moins 100 millions, si 25% manifestent, donc nous devons tous prendre ça en considération. Mais ça signifie aussi que 75% de l'électorat n'a pas fait confiance à l'actuel chef de l'État. C'est ce que ça veut dire. Même si dans ces 75, il y a des gens qui avaient perdu leur carte et qui n'ont pas eu l'occasion d'aller au bureau de vote, même s'il y a des gens qui, suite aux intempéries, ne sont pas allés au bureau de vote, mais ça représente quand même 75% de l'électorat. Yves, ça c'est l'avantage de la loi, du respect de la loi dans la démocratie. Okay. Où même la démocratie, c'est la voix de la majorité. La voix d'une minorité est entendue. Quand tu me dis que 25% ont élu un président, c'est que cela veut dire que la voix de la minorité a été entendue. Et elle s'impose à tous. Donc, je veux demander à tous les Congolais, aux acteurs politiques congolais, aux dirigeants de d'autres secteurs, bien entendu, de s'investir pour que, même dans ce genre de situation, que la voix de la minorité soit aussi entendue. Laquelle voix a manifesté dans la rue en disant « Nous ne voulons pas de 3 projets de loi ». Je pense qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Un instant, Pius, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres problèmes sur lesquels le peuple congolais est en train d'attendre les politiques dans le cadre des réformes. Il y a par exemple la réforme sur le système fiscal congolais qui donnera, si on prend de très bonnes initiatives, qui donnera de l'assurance et rassurera les investisseurs pour qu'on puisse éventuellement créer des emplois. Vous savez, le problème des emplois, c'est un problème qui se pose vraiment avec beaucoup d'acuité ici dans notre pays. Donc, alors, je prends M. Patrick Egbo, je l'ai vu noter tout à l'heure. Est-ce que cette image que nous a renvoyée le procès de 100 jours, c'est la vraie image que représente notre appareil judiciaire aujourd'hui, 60 ans après? Les propositions de trois projets de loi signés Minakou Sakata, l'arrestation ou l'interpellation, les mots peut-être n'est pas bien utilisé, mais en tout cas, il est parti de chez lui sous escorte policière pour être entendu par son juge naturel. Je parle du ministre de la Justice. Est-ce qu'à ces jours, les FCC et les CACH doivent-ils être heureux ou doivent se sentir honorés par rapport à la manière dont les choses se passent dans ce pays 60 ans après, alors que c'est eux qui sont au pouvoir? Non, écoute, je voulais d'abord rectifier en 30 secondes certains faits. Quand vous parlez de 25% qui ont élu les présidents, plus ou moins, et 75% n'ont pas épousé son projet de société. Non, ça c'est une manière caricaturale de présenter les choses. Notre système électoral veut que les premiers de la classe, les premiers des élections, soient proclamés président de la République. Une fois élu président de la République, il devient le président de tous les Congolais. Et on suppose que même ceux qui l'ont élu, ceux qui ne l'ont pas élu, à ce moment-là, se rangent derrière, puis c'est lui qui est maintenant porteur de leur avenir. De la vision de la nation. Deuxièmement, le temps de la réforme. Le problème aussi, c'est le temps de la réforme. Les gilets jaunes, ils sont dans la rue pendant 60 jours, 70 jours. Ce n'est pas parce que peut-être que les réformes sont nécessairement mauvaises, mais on choisit aussi les moments de faire des réformes
pour que cela puisse passer auprès de l'opinion. Vous pensez que vous pensez que c'est inopportun? Inopportun, l'urgence ne se prête pas. Je t'informe, M. Yves Abdallah. Nous avons près de 8 lois essentielles. Comme dit mon ami ici, Bondoko, il y a les lois sur le système fiscal congolais. On n'a jamais, nous, la République du Congo, on n'a jamais atteint 5 milliards en termes de recettes. Suivez les redditions des comptes. Il y a les lois essentielles, qui est la loi sur la réforme des élections. Il y a des lois qui sont dans les tiroirs de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas urgence pour cette loi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime. Vous ne faites pas l'avocat de Madame Mabunda ici. Tout le monde est unanime. On est en train d'analyser. Tout le monde est unanime, sinon une grande partie, que la justice est rendue. Quand vous me parlez de la justice 60 ans après, je pense quand même qu'il faut reconnaître. Ça, c'est le drame des Congolais, comme on nous dit, nous Congolais. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Je pense que nous avons dit que nous voulons un état de droit. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons fait 60 ans dans une république des intouchables. Vous savez, chez nous, au village, on a des animaux comme ça qui sont souvent attachés par des fils de corde. Après un temps, on dit que non, il a fait suffisamment de temps, il s'est maîtrisé l'environnement, il faut on peut le relâcher, il partira, il reviendra le soir. Il reviendra le soir. Mais vous savez quoi? Si on le relâche, il ne part pas. Il est toujours tout autour là-bas. Parce que dans son réglé dans son système. Dans son subconscient, il sait toujours qu'il est attaché. Nous sommes habitués à la République des Intouchables. Comment l'élite congolaise peut parler de la République des juges? Mais ailleurs, même les anciens chefs d'État, vous suivez en France, Sarkozy et le consort, on passe de la République des Intouchables dans un état de droit, dans un pays où la justice doit être rendue au nom du peuple. Mais est-ce que l'état de droit, est-ce que cet état de droit n'est pas taillé sur mesure? Pas du tout. Le problème ici, quand c'est pour les autres, c'est bon. Ça, c'est l'état de droit. Quand c'est nous, c'est taillé sur mesure. Oui, mais entre-temps, je reviens sur le dossier d'un conseil du président de la République qui avait été accusé d'avoir détourné près de 2 millions de dollars, envoyé à Makala, et 2-3 semaines après, il se retrouve dans les rues de Kinshasa, logé et blanchi aux frais de l'État. Entre accusé et apporter de preuves, il y a un grand fossé. Hein? C'est difficile de parler des faits où les gens accusent facilement des gens et après, n'arrive pas à apporter des preuves. Il y a eu un procès, il y a quelqu'un, un Français, Marc Dutroux, je ne sais pas les noms bien, qui a été déjà condamné. Il a passé 20 ou 30 ans d'emprisonnement. C'est 20 ans plus tard qu'on s'est rendu compte que ce monsieur-là était innocent. Mais entre-temps, il a déjà passé 20 ans dans les geôles. Vous savez, les préjudices moraux et psychologiques que ce monsieur-là va subir tout au long de sa vie. Non, c'est facile de dire que tel a détourné, tel a fait ceci. Faut-il encore apporter des preuves? Donc, moi, je ne prête pas trop attention. Donc, vous êtes d'avis, donc M. Patrick Boyo est d'avis que les Congolais sont habitués à la République des Intouchables et qu'aujourd'hui, les Intouchables qui sont en faute ou en tort au regard de la loi, quand ils sont interpellés, on crie au scandale. S'il y a un domaine qui cherche maintenant à se démarquer et à mieux fonctionner dans mon pays aujourd'hui, c'est le domaine de la justice. Là, tout le monde était dans cette histoire. En rappelant que cette justice est sous le contrôle du FCC, hein, dans le gouvernement de coalition. Je vais dire ceci. Je suis très honoré lorsque j'entends Patrick dire que Marc Dutroux, en France, 20 ans après, on a constaté qu'il était innocent. C'est ça justement ce que les procureurs font ici. Je vous ai dit, il y a des prévenus qui sont en prison. 10 ans, qui n'ont jamais été amenés devant les juges. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas un pouvoir d'injonction. Ils sont indépendants, alors que c'est le bras séculier de l'exécution de la politique pénale criminelle du... Vous persistez donc en disant que les réformes de Minakou et Sakata sont porteurs de solutions au peuple, mais ce peuple-là, dont on me parle, qui est manipulé par le politique, puisque, permettez-moi de citer son nom, je le lui avais promis. J'étais sur un autre plateau avec les communicateurs de l'UDPS, Francis Lukunku. Nous étions dans un débat. Je lui dis, avez-vous lu les 3 propositions? Non, Kingakati est en train de faire ses stratégies pour nous nuire. C'est ça la réponse. Dans le fond, on ne les rencontre pas. Pépé dit, le peuple a élu le représentant à l'Assemblée nationale. Mais ce représentant-là, qui sont allés à l'Assemblée nationale, le travail s'est fait en commission. Quelle a été notre déception de voir ces gens sortir dehors pour faire des déclarations intempestives, justement. En rappelant qu'ils sont libres, hein, au nom de la démocratie. Non, ils sont libres. C'est ce genre de langage qui déroute la population. Je salue ici
le courage de Christophe Lutundola. Je salue le courage de Délice Sanga. Je salue le courage de Daniel Mbao, qui sont restés en commission. Qui ont réussi à apporter des propositions, puisque toutes n'étaient pas parfaites. Il fallait voir les dispositions qui énervent la Constitution, qu'il fallait élaguer. C'est ça justement même le pourquoi nous avons envoyé nos représentants à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas envoyé nos représentants à l'Assemblée nationale pour nous construire les ponts, pour nous construire des maisons. Pour nous acheter des câbles. Non, c'est en ce moment ici des réformes. M. Patrick pose la question de l'opportunité. Oui, il y a eu opportunité. Pourquoi? Vous prenez le procureur près la Cour d'État, qui est une cour administrative. Après le Conseil d'État. Près le Conseil d'État, qui est une cour administrative. Ce procureur se permet de prendre un réquisitoire, il donne à un général, le général s'en va dans le complexe du Palais du Peuple et ferme la plénière. Alors que Patrick dit que nous sommes dans un état de droit, or l'état de droit, c'est le respect des textes en tant que république, et pourtant le texte, le règlement intérieur de 2 chambres qui sont conformes à la Constitution dit, spécialement son article 7, je prends le règlement de la Chambre basse, qui dit que les complexes du Palais du Peuple est inviolable. Comment justifier un pouvoir qui est indépendant d'un autre pouvoir? Vous allez fermer le Palais du Peuple avec toutes les conséquences que nous avons. Première conséquence, il y a décès d'un député. Deuxième conséquence, nous avons les élus nationaux qui ont été visités. Troisième conséquence, c'est nous autres qui sont promis des cercueils. Est-ce que nous sommes dans une république, ça? Et lorsque vous parlez de réformes, justement, nous devons avoir des réformes pour nous sécuriser, nous tous. Vous parlez d'une frange de la population. Mais enfin, je suis sidéré quand vous parlez de la population. La population, c'est un terme péjoratif. Parlez-moi d'un peuple, un citoyen. Un citoyen, c'est celui qui respecte la République. On ne peut pas ceux qui sont allés au Palais du Peuple sont citoyens comme nous. Hein, non, de par les actes, ils n'ont pas montré qu'ils ont été citoyens. Ils ont montré qu'ils étaient... Non, on n'arrête pas d'être fils de ce pays parce qu'on commet une faute. On l'est d'abord, et après, s'il y a faute reconnue par le texte et le loi de la République, les juges naturels vous répriment et vous mettent en prison. Et vous savez ce qui s'est passé? Tous ceux qui ont été arrêtés, l'ordre est venu de les lâcher. De qui est venu cet ordre? L'ordre est venu du ministre de l'Intérieur. Et le même ministre de l'Intérieur qui a posé de sérieux problèmes à l'Assemblée nationale. Vous parlez sous réserve de votre source, hein? C'est ce qui s'est dit même dans les communiqués officiels de l'Assemblée nationale. Il y a les interpellations. S'il vous plaît, M. Patrick. Non. Je te retire la parole un instant. Monsieur Yves Abdallah, moi je pensais que j'étais en face de 2 journalistes. Et d'un journaliste analyste aussi. Mais je me rends compte que je suis en face d'un journaliste qui est à ma droite et à gauche d'un militant de FCC. Non, je suis journaliste. Il est libre de faire son analyse. Vous l'avez mal présenté dans ce plateau. J'aurais pu dire que c'était un communicateur de FCC alors qu'il ne l'est pas. Oui, alors que je ne le suis pas. Non, fais-les sortir. Nous sommes journalistes. Oui, nous analysons le fait. Je suis en face. Allez, bien vu au griffe. Venez-en au griffe. Mais à gauche, là, il fallait toujours bien les présenter. Il ne faut jamais les présenter comme journaliste. Vous savez au Congo, si nous avons des journalistes engagés. Vous le savez. Je ne suis pas un journaliste engagé. En fin de compte, pendant les élections, les journalistes là. Ils sont alignés sur des listes de partis politiques. Je n'ai jamais été candidat. Malheureusement, je n'ai jamais été candidat. Je serai candidat président de la République. Je serai candidat président de la République. Je serai candidat président de la République. Allez, on va écouter M. Patrick. Hein? Là, tout est faux. Écoute, le problème ici, même en dehors de la loi Minaku, les peuples dans sa colère, je n'encourage pas. Un jour pourra toujours descendre au palais du peuple, compte tenu de son inviolabilité. Les peuples... Ça signifie que les partis politiques ne font pas bien leur travail. Justement, je vous ai dit, les politiques ont biaisé la marche de la République. Tu n'as pas la parole, Pius. Je dis ceci, le peuple dans sa... Je condamne les actes. Mais le peuple, dans sa spontanéité, dans sa souveraineté... Ne s'empêchera pas demain de redescendre à nouveau. Nous avons vécu... Ce peuple-là est manipulé. Pius, tu n'as pas la parole. Ce peuple est manipulé. S'il vous plaît, mon ami du FCC. Écoute, tu n'as pas la parole, Pius. Vous savez qu'au Burkina Faso, le peuple est entré dans le Parlement. Là-bas aussi, l'enceinte du Parlement est inviolable. Dans tous les pays du monde, ce n'est pas une nouveauté ici. Mais on voit comment quand le peuple s'énerve, quand le peuple estime qu'une loi est unique,
Les peuples se soulèvent. Est-ce que ces peuples agissent, vous avez toujours la parole, est-ce que ces peuples agissent sous un mot d'ordre ou sans un mot d'ordre? Non, vous savez, les peuples suivent quand même l'actualité. Non, Ok. ne suis pas. Non, plus, tu n'as pas la parole, tu n'as pas la parole. Je te reviens. Si les peuples ne suivent pas l'actualité, les peuples en masse ne devaient pas quitter plusieurs coins de la capitale pour se diriger vers le palais du peuple. Ceux qui ont suivi quelque chose dans les voies des ondes, dans les réseaux sociaux, et le peuple a réagi. Je condamne les casses, je condamne les attaques personnelles, mais les manifestations publiques où une partie de la population, je précise, estime qu'avec cette loi, je ne me sens plus représenté, le peuple a le droit de s'élever et de manifester contre cette loi. Ça, c'est un droit qui lui est reconnu et personne ne peut le lui ôter. Mais tous ensemble, comme citoyens, nous rappelons à l'opinion, à ceux qui nous écoutent à la télé, qui nous écoutent à la radio, qui nous suivent à la télé, que le peuple, quelle que soit la forme de sa revendication, doit la faire en respectant les bornes qui sont tracées par la loi. Ça signifie que le siège du Parlement est inviolable, il le reste jusqu'au retour du Christ, le siège du Parlement restera inviolable et que les partis politiques ont le devoir d'éduquer ceux qui sont derrière eux de manière à ce que toutes les lois de la République dans un état de droit soient respectées, y compris l'inviolabilité du siège du Parlement. C'est tout à fait. Pierre Lubondoko, je te reviens. Oui, j'ai l'avantage ici d'être dans une position qui me permet de tirer des bonnes conclusions. Parce que je suis en train d'observer les différentes interventions, que ce soit venant de toi, de l'animateur, et mes deux frères à côté de moi ici. J'ai retenu au moins beaucoup de choses. Un, que ce soit lorsque Pius parle ou que ce soit Ego ou Patrick parle ici, et je me dis qu'une chose est vraie, que les droits en général, que ce soit les droits d'inviolabilité de l'Assemblée nationale, des locaux de l'Assemblée nationale, ou les droits des peuples, nous devons retenir d'abord une chose, que les droits sont inviolables. Quand tu refuses qu'on puisse violer tes droits, ne viole pas aussi les droits de l'autre. Parce que lorsque vous écoutez les revendications, vous avez l'impression, les revendications des uns et des autres. Le peuple qui manifeste dit « vous violez mes droits ». Les députés disent aussi « vous violez mes droits ». Donc je pense qu'ils ont des points de convergence qui peuvent faire que les droits des uns et des autres soient respectés. C'est ainsi que j'invite surtout les politiques de ce pays à veiller à ne pas prendre des initiatives qui donnent l'impression qu'ils se sentent en insécurité vis-à-vis d'un problème. La précipitation ou la maladresse, moi je me pose une question. Regarde, parce que je me dis, c'est une loi qui est en examen, par exemple. Pourquoi seulement c'est Aubin Minaku qui a mené ce projet de loi? Mais parce qu'il en est l'auteur. Il en est l'auteur. Je pense mais parce qu'il en est l'auteur. Laisse-moi te dire, lorsque lui il amène son projet-là, vous vous rendez compte rapidement qu'il est soutenu par le FCC. Mais parce que c'est sa famille politique. Laisse-moi te dire, un bon député, lorsqu'il fait un projet de loi, tu sais, avant de l'amener à l'Assemblée nationale, il le fait conformément à quoi? À la vision de son propre camp. Il voit les intérêts. N'oublie pas que Aubin Minaku a été pendant très longtemps le chef de cette majorité ici. Il connaît les problèmes de la majorité. Aubin Minaku connaît les problèmes de la majorité. Il sait ce qu'il doit faire pour protéger la majorité. Aubin Minaku a été longtemps président de l'Assemblée nationale. Il connaît aussi ce que veut le peuple. S'il tient compte de ce que veut le peuple, il tient aussi compte de ce que son parti, son camp veut. Je crois qu'il va trouver des bonnes solutions à ce problème. S'il te plaît, je suis en train de citer. Tout à l'heure, s'agissant toujours des respects des droits, concernant l'affaire de la justice ici, j'ai vu on vient de citer le nom de M. Dieudonné Lobo, qui fut un des membres proches du président Félix. Vous savez, dans cette affaire... Dans les termes voilés, il a été cité. Et moi, en tant qu'analyste, je comprends mieux les choses.
Je n'oublie pas que je suis expert en analyse des situations. Oui, parce que nous parlions de La seule affaire en justice Ok. que nous avons connue ici, liée aux proches du président de la République, était une affaire dans laquelle M. Lobo était impliqué. une affaire Et, près et de cette 2 millions. affaire, et c'est près de 2 millions, comme tu le disais tout à l'heure, cette affaire, comme l'autre disait ici, que quand il y a une affaire comme ça, il faut s'en tenir aux faits. Les faits sont quoi? Lorsque M. Lobo a posé des actes que certains pensent être susceptibles d'être des détournements, il faut apporter ces preuves-là. Mais lorsqu'il n'y a pas de preuves, parce que je me rends compte que j'ai vu un acteur politique, une fois ici, passer devant la télé et intimider la justice. Il dira, si vous essayez de toucher un tel acteur, nous allons paralyser les institutions de la République. Ces gens-là n'ont jamais été poursuivis. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une partie seulement des gens qu'on est en train de poursuivre. Je me demande, est-ce que la justice est instrumentalisée quant à ceux? C'est une question que chacun de nous est censé se poser. Alors, la justice, là, pourquoi le peuple veut aujourd'hui que la justice soit indépendante? Mais pour que la justice soit indépendante, nous devons tous veiller à la séparation de pouvoir, au respect de la séparation de pouvoir. Lorsque on permet à un membre d'une institution quelconque, fasse aussi partie d'une autre institution, là les choses deviennent plus compliquées. Alors, Le peuple en comprenant les choses... On va refermer cette page. En tous ensemble, nous pouvons conclure, sans peur d'être contredits par les téléspectateurs ou les auditeurs, qu'en 60 ans, les signaux que nous renvoie notre appareil judiciaire, nous a renvoyé notre appareil judiciaire dans les 6 derniers mois, sont des signaux positifs et qui nous donnent le droit d'espérer que dans un avenir très proche, les textes du pays seront respectés dans l'intégralité. Est-ce qu'on est d'accord sur cet aspect? Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord. J'ai entendu... En une minute, tu vas le dire en une minute. En une minute. J'ai entendu des faits ici. Je ne suis pas défenseur de Mme Janine Mabunda. Je suis au Parlement. Lorsque un calendrier, Pépé Lessé, Jean-Louis Lessé, lorsque un calendrier de la session ordinaire est adopté, la formule finale, le calendrier reste ouvert. Mais j'entends des propos ici qu'il y a des lois qui sont dans les tiroirs de Mme Janine Mabunda. On a donné l'exemple de la loi sur la fiscalité. Notre problème, ce n'est pas nous focaliser sur les individus. S'il vous plaît, je ne suis pas sur les individus. C'est le fonctionnement des institutions. Mais oui, justement, au 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est ce langage politique. Puisqu'on a parlé ici de la loi fiscale, qui en est l'auteur? Qui a déposé à l'Assemblée nationale? Qui en est l'auteur? Il n'y en a pas. L'opposition est, si je peux parler, l'opposition, entre guillemets, qui est encore au pouvoir, est toujours dans les allégations. Est toujours dans les accusations. Moi, je suis journaliste et je vis les faits. Mon problème avec moi, c'est que je dois apporter la voix de la raison dans l'opinion publique. Que cette opinion publique ne soit pas manipulée par les politiques qui sont là pour leurs propres intérêts. Puisqu'ils se tirent des balles dans des jambes pour préserver leurs propres intérêts, alors qu'en réalité, lorsqu'on dit que le peuple ne s'est pas retrouvé dans cette loi, moi je vous ai dit ici, est-ce que avez-vous interrogé ce peuple? Moi je vous ai donné les cas de figure. On ne va pas faire des rédits, hein? On va pas faire des rédits. Je vous donne les cas de figure. Nous sommes dans une émission pédagogique. Pour ceux qui sont sortis dans la rue, qu'est-ce que vous reprochez à cette loi? Non, on nous a donné 3 000 francs pour aller brûler les prés. C'est la réponse. Et vous voulez me dire, moi, je dois épouser le point de vue de ce peuple-là? Est-ce que dans une république, c'est l'élite qui dirige? Il en a dit. Ce n'est pas la masse qui conduit. Il doit y avoir une élite. Merci, et lorsqu'une élite propose, voilà la démarche parlementaire, c'est de suivre toutes ces procédures, ces propositions de loi. Quand on dit, pourquoi Minakou? Mais il est payé pour ça. Mais pourquoi ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, opposition, n'initient pas des lois, mais ils sont toujours dans les contestations? Voilà, merci. C'était aussi votre mot de la fin. On va prendre 1 minute 30 pour chacun. On commence par M. Patrick Egboyo. Vous allez ramasser les sujets sur lesquels vous pensez que vous aviez un mot à placer. Et puis on va finir par là, on va faire notre conclusion. Non, 2-3 petits mots. Premièrement,
Je voulais vous remercier pour l'invitation. Je pense que ce genre d'émission très pédagogique va aider le peuple à avoir toujours la bonne information de la vie politique qui régente son avenir. Deuxième chose que je voulais vous dire, depuis que je suis né de l'histoire de mon pays, il y a les hauts et les bas, il y a des secteurs qui tâtonnent, mais aujourd'hui, la majeure partie de l'opinion est unanime que les secteurs de la justice bougent positivement et avancent. Certes, il y a des écueils à corriger, mais les domaines de la justice aujourd'hui, nous pouvons dire merci au président de la République parce qu'il a promis qu'il nous faut pouvoir, il ne ménagera aucun effort pour que le Congo devienne un état de droit. Et c'est ce qui est tenté d'être fait maintenant. Pour ça, je lui dis un grand merci. Je termine en disant que, quand on est dans une coalition, c'est comme dans un mariage. Si vous voulez prendre de grandes décisions dans un foyer, les couples se concertent d'abord, se consultent. Et toutes les réformes répondent aux politiques publiques. Et quand on veut mener des réformes, quand on est en coalition, les alliés, les coalisés, se concertent d'abord pour qu'enfin les divergences soient bannies au niveau de leur majorité pour en faire porter les propositions de loi sur la place publique. Et en procédant ainsi, on nous éviterait tout ce que nous avons évité le week-end passé. Nous avons vécu récemment. Voilà. Merci. Alors Pierre-Luc Ondoko, on va conclure. Vous avez 1 minute et demie. Ok, Yves Abdallah, je te remercie de m'avoir invité à cette émission qui m'a donné l'opportunité de donner mon point de vue par rapport à un certain nombre de points, de sujets. Mais pour conclure, je dirais ceci. Je veux m'adresser à l'ensemble du peuple congolais. Je dirais que les Congolais doivent arrêter de penser que le problème de la République démocratique du Congo ne peut s'arranger que par la politique. Nous avons des problèmes de tout ordre. Des problèmes sur le plan économique, des problèmes d'industrialisation, des problèmes de formation, des problèmes de tout ordre. Donc, je pense que quand je parle des dirigeants congolais, je ne parle pas en termes de dirigeants politiques. Je vois l'ensemble des secteurs qu'il faut animer ici au Congo pour résoudre les problèmes. Et ceux qui ont la charge de la gestion de la chose publique, qu'ils fassent de sorte d'éviter d'énerver soit la Constitution ou le peuple. Parce que j'ai toujours entendu les gens dire que le peuple gagne toujours. Pourquoi le peuple gagne toujours? Parce que les dirigeants finissent par passer, mais le peuple, quelle que soit sa forme, il est toujours là. C'est pour cela que nous devons tous garder à l'esprit qu'au finish, nous avons des comptes à rendre à ce peuple-là. Et dès lors que le peuple nous a donné mandat, veillons à ce que chaque fois que des problèmes se posent, parce que moi, à la place, par exemple, des acteurs qui se trouvent à l'Assemblée nationale, je me serais posé la question de savoir quels sont les problèmes qui préoccupent aujourd'hui le peuple congolais. Et en ce moment, j'aurais fait des propositions de loi visant à résoudre les problèmes de la population et de la République démocratique du Congo. Merci, grand a été notre plaisir, mesdames et messieurs. Vous aviez déjà compris quand je vous donnais la parole. Merci, monsieur Pius Romain Roland. On va se retrouver très prochainement, mesdames et messieurs. À vous, très chers auditeurs de la radio libérale FM, à vous, téléspectateurs de Libéral Presse TV sur YouTube, où je vous invite vraiment à vous abonner massivement. Mais aussi, très prochainement, nous allons lancer notre signal télé sur TNT et sur plusieurs canaux de diffusion que vous connaissez au regard des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ne manquez pas de nous laisser un mot ou un message ou un voice à travers notre numéro WhatsApp qui est le plus 243 81 15 59 328 pour ceux qui nous suivent à la radio, mais pour ceux qui nous suivent à la télé, le numéro s'affiche au bas de votre petit écran. Apprenez aussi à lire tous nos articles de presse sur www.liberalinfo.net. C'est donc cette émission Zone Neutre qui prend fin ce jour. Je vous retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. Vous serez peut-être notre prochain invité. Au revoir.